Bienvenue à tous dans votre rubrique Les mercredis de l'économie du cabinet Gaï Associé Consulting. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème d'actualité qui porte sur le pouvoir d'achat des ménages. Quoi de plus normal d'inviter quelqu'un qui connaît carrément de quoi on parle, l'économie dans son ensemble, comme on a l'habitude de le dire, l'économie est pour tous et l'économie doit être accessible à tous aussi. Donc, notre thème d'aujourd'hui porte sur le pouvoir d'achat. Et nous avons l'honneur d'inviter aujourd'hui un connaisseur, quelqu'un qui maîtrise carrément les rouages de l'économie sénégalaise, Ousseynou Ndoye. Comment vous allez? Merci beaucoup, Babacar, pour cette invitation. Bonjour à tous. Je vais bien. OK. Ousseynou, comme on a l'habitude de le faire dans ce plateau-là, on laisse l'invité se présenter à nos fidèles internautes. Donc, qui est réellement Ousseynou Ndoye? Merci beaucoup pour cette question et également pour l'invitation encore. Je suis Ousseynou Ndoye, je suis ingénieur statisticien et économiste de formation ici au Sénégal, au niveau de l'École nationale de statistique et de l'analyse économique Pierre Ndiaye de Dakar. Également, je suis également un sortant de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et j'ai travaillé également en tant que statisticien économiste au niveau de la direction de la planification. Et après cela, entre 2017 et 2020, et de là, je suis actuellement au niveau du bureau opérationnel de suivi en tant que chef de desk suivi des impacts socio-économiques des projets phares au public au Sénégal. Mais également, je suis chercheur également au niveau de l'Université Gaston Berger, comme je le disais tantôt, je suis sorti, où j'ai eu ma maîtrise en économie quantitative. Et donc, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Vous parlez de pouvoir d'achat et c'est un sujet vraiment sur lequel on doit apporter des éclairages pour les Sénégalais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est nous pour ce riche parcours, donc qui force l'admiration quand même, quoi, parce que la remarque qu'on a eu à faire, c'est votre cursus, vous l'avez fait au Sénégal. Donc, on n'a pas senti une seule fois que vous avez sorti du territoire national, juste pour dire à nos jeunes que c'est bel et possible d'être au Sénégal, d'avoir des études au Sénégal et de devenir quelqu'un au Sénégal. Donc, merci beaucoup pour ce riche parcours. Nous allons attaquer directement donc notre thématique au Sénégal. Donc, en tant que connaisseur, nous allons essayer de voir comment définir les concepts économiques, mais de façon basique, de façon assez simple et accessible à tout un chacun, parce qu'il y a énormément de profanes qui aimeraient comprendre les concepts de l'économie. Nous allons démarrer tout simplement par comment nous pouvons définir ce concept d'inflation. Qu'est-ce que cela veut dire réellement au Sénégal? Merci beaucoup, Babacar, pour cette question très importante. Aujourd'hui, tout le monde parle d'inflation. Également, même, je pense, au départ, vous parlez de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, ce sont des concepts que les Sénégalais utilisent. Et souvent, il y a beaucoup de discussions, de confusion, souvent même sur ces termes. Mais l'inflation, c'est un terme qui désigne une hausse généralisée des prix au niveau d'une économie. Vous savez, dans une économie, on utilise les biens pour plusieurs choses. Il y a la consommation des ménages. Aujourd'hui, quand on parle d'inflation, on pense souvent aux ménages, à la consommation du Sénégalais lambda. Or, l'inflation va au-delà, c'est un concept beaucoup plus large que cela. Et ça couvre même la consommation des entreprises. Ouais, parce qu'eux aussi, ils utilisent des biens et des services pour faire leur production dans le cadre de leur exploitation. Et aujourd'hui, l'inflation, c'est vraiment un concept très large qui couvre tout cela. Et il faut que cette hausse généralisée des prix également dure de façon sur le temps également, pour que vraiment cela puisse se ressentir au niveau du niveau général des prix. Et souvent, dans la plupart du temps, on parle de l'inflation en nous focalisant sur ce qu'on appelle la consommation des ménages. Et ça, il y a des indicateurs qui permettent de le mesurer. Il y a l'IHPC qui se focalise spécialement sur la consommation des ménages. L'IHPC, c'est l'indice harmonisé des prix à la consommation et à la consommation des ménages. Mais il y a également d'autres indices qui est, comme par exemple l'indice de la consommation intermédiaire des entreprises également, qui mesure également le coût d'achat des matières premières et des intrants pour la production des entreprises. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de l'inflation. Maintenant,
au Sénégal, l'inflation dont on parle le plus souvent, c'est l'IHPC, c'est l'inflation qui est mesurée par l'indice harmonisé des prix à la consommation. Et l'indice harmonisé des prix à la consommation, c'est un indice qui est construit sur la base de 12 postes qui couvrent la consommation des ménages allant de la consommation des biens alimentaires et boissons non alcoolisées. Il y a également l'utilisation des boissons. Il y a un poste qui porte sur les boissons alcoolisées. Il y a un poste qui porte sur l'habillement. Il y a des postes qui portent sur le logement, le transport, etc. Donc, il y en a 12 aujourd'hui que l'ANSD utilise et qui concourent à la construction de l'IHPC. Et pour chacun de ces postes, il y a un poids qui lui est associé. Aujourd'hui, pour donner juste dans la construction de l'IFPC, l'indice harmonisé harmonisé des prix à la consommation des ménages, vous allez voir que le poste consommation alimentaire représente presque 43% de cet indice. Donc voilà ce qui lui donne un poids relativement très important et ce qui fait que souvent, quand les prix alimentaires augmentent, vous avez ça a un impact direct sur la hausse des prix à la consommation. Et tout ça également, j'aimerais bien, si vous me le permettez, revenir sur un autre terme Allez-y. que vous avez utilisé, c'est le pouvoir d'achat. Oui, évidemment. Le pouvoir d'achat qui représente cette fois-ci, qui représente la capacité, comme le terme l'indique, c'est le pouvoir d'achat. Avec ce que vous avez comme revenu, qu'est-ce que vous pouvez acquérir à travers vos revenus? C'est ça qu'on appelle le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, aujourd'hui, dépend certes de l'inflation, mais ça dépend également également ce qu'on appelle la monnaie qu'on utilise également. Tout ça, ce sont beaucoup de facteurs qui intègrent le pouvoir d'achat. Au-delà du revenu, il y a l'inflation, mais il y a le niveau de revenu de la personne. Il y a également la monnaie que le ménage utilise et qui impacte également sur la capacité d'achat de ces derniers. Et donc, le terme pouvoir d'achat. Donc là aussi, vous serez d'accord avec certains qui définissent l'inflation comme la détérioration du pouvoir d'achat des ménages. Exactement. Comme je l'ai dit, comme vous l'avez bien dit, l'inflation peut détériorer le pouvoir d'achat, peut détériorer le pouvoir d'achat des ménages. Mais il n'y a pas que l'inflation qui peut impacter sur le pouvoir d'achat. Il y a d'autres facteurs qui peuvent impacter sur le pouvoir d'achat, tels que le taux de change et ainsi de suite, ou d'autres facteurs qui peuvent impacter le niveau de revenu réel de l'individu également qui peuvent impacter sur son pouvoir d'achat. Donc, si on comprend bien, au Sénégal, on a tendance à beaucoup utiliser l'ISPC, c'est-à-dire indice des prix harmonisé, c'est-à-dire indice des prix donc, à la consommation. Maintenant, le problème majeur, c'est comment en est arrivé à l'inflation, c'est-à-dire comment pouvons-nous expliquer l'inflation, c'est-à-dire il y a un facteur déclencheur ou bien il y a quelque chose qui peut déclencher l'inflation. Donc, comme vous l'avez bien dit, il y a toujours en économie, il y a toujours ce qu'on appelle des chocs qui peuvent impacter sur les agrégats économiques. Parce qu'en économie, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'équilibre. Et souvent, il faut que cet équilibre-là soit affecté par un choc qui vient bouleverser cet équilibre-là. Et donc, à chaque fois aujourd'hui, l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle le coût de la vie, fait partie de cet équilibre-là. Parce qu'on a c'est ce qu'on appelle un carré, le carré de Caldor dont on a l'habitude de parler. Le carré magique de Nicolas Caldor. Voilà, le Caldor. Vous allez voir à l'intérieur, il y a le niveau de production, il y a l'emploi, il y a le coût de la vie. Et il y a également ce qu'on appelle l'équilibre extérieur. Et donc, si l'inflation change, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est venu bouleverser cet équilibre-là entre ces 4 grands blocs de l'économie. Et aujourd'hui, au Sénégal, on a eu à faire face à beaucoup de chocs. Il y a eu la COVID qui est intervenue en 2020. Il y a également la guerre russo-ukrainienne qui est intervenue également. Et donc, ces chocs-là impactent sur le coût de la vie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également il y a les politiques intérieures que l'État met en place qui peuvent également impacter sur ce coût de la vie-là. Donc, c'est un ensemble de facteurs à la fois externes et internes qui jouent sur cette inflation-là.
Évidemment. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui jouent sur cette inflation, sur cette facteur-là. Par exemple, s'il y a déséquilibre quelque part, on peut le sentir, Mhm. on peut le sentir au niveau, au niveau des prix. Donc, à chaque fois, Exactement. en économie, on cherche à avoir l'équilibre, comme vous l'avez si bien expliqué. Mais Ousseynou, vous savez, en économie, comme vous l'avez toujours dit, quand il y a effet cause, forcément, il y a des mécanismes nous permettant de lutter contre ces éléments-là. Donc, aujourd'hui, quels sont les différents mécanismes qu'on dispose pour lutter contre l'inflation? Voilà, donc pour d'abord même, avant même de parler des mécanismes, il faut d'abord comprendre la situation de l'inflation au Sénégal. Comme Oui, je le oui, disais allez-y, tantôt, allez-y, allez-y. comme je le disais tantôt, au Sénégal, on a notre l'IHPC qui est constitué de 12 il y a 12 Poste. postes qui composent l'IHPC qui permet de mesurer l'inflation au niveau de la consommation des ménages. Comme je disais tout à l'heure, il y a les produits alimentaires qui représentent 49,6% euh, de la consommation des ménages. Il y a également les logements, eau, gaz, électricité et autres combustibles, 12%. Vous avez les transports qui représentent 5,6%. Vous avez les habillements qui représentent 7,3% de la consommation des ménages. Donc, pour vous présenter les plus grands postes qui ont le plus de poids dans la consommation d'un Sénégalais lambda. Et donc, quand il y a des chocs aujourd'hui au niveau international, par exemple avec la COVID, après la COVID, il y a eu une relance des économies internationales. Et ceci a entraîné une hausse généralisée des prix au niveau international. Et puisque aujourd'hui, au Sénégal, il y a une bonne partie de notre production, de notre consommation qui est importée, donc il s'est trouvé que cette inflation-là, au niveau qui se passe au niveau international, s'est répercutée sur nos produits locaux. Mais mieux que ça, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde par rapport aux trois grands groupes de produits, on a les produits primaires, les produits secondaires et les services. Vous voyez que l'inflation que le Sénégal a connue, les 9,2% en 2022. Mhm. Et pour vous dire que, pour rappeler que les 9,2, l'inflation, c'est la variation du prix par rapport à l'année précédente. Donc, c'est les 9,2, c'est qu'entre 2021 et 2022, les prix ont augmenté de 9,2%. Et ça, c'était très important parce que dans le monde, il y a des pays qui ont connu moins que ça. Et nous, on faisait partie, je pense, de trois pays où on a le plus gros niveau d'inflation dans la zone UEMOA, avec le Burkina, je pense. Donc, cette hausse-là est plus importante est tirée par les produits du primaire. Or, ce sont des produits, normalement, qui souvent qui sont faits, qui normalement doivent être produits dans nos pays. Ce sont les produits primaires, c'est les produits de l'agriculture, de l'élevage et de la Mhm. pêche. Mhm. Le constat est que l'économie, c'est une machine. Évidemment. Si aujourd'hui, pour faire vos produits primaires, vous êtes obligé d'utiliser des intrants qui viennent de l'extérieur, vous avez vu avec la guerre russo-ukrainienne l'impact que cela a eu sur les engrais. Donc, vous avez des intrants dont les prix augmentent et qui ceci impacte sur le produit de sortie qui va sortir après la chaîne de production. C'est ça qui fait qu'il y a un impact très élevé sur ces produits-là. Et donc, vous voyez que l'inflation qui se passe au niveau extérieur est important, mais quand ça rentre au niveau de nos économies, ceci va encore tirer davantage l'inflation au niveau interne. Et mieux, quand vous regardez aujourd'hui l'indice des prix au-delà de l'indice des prix à la consommation des À la ménages, c'est que je consommation. disais tout à l'heure que l'inflation est beaucoup plus large. Vous avez un autre indice, c'est Mhm. l'indice de coût de construction. Vous voyez Évidemment. que cet indice de coût de construction, au même titre que l'indice des prix à la consommation, mesure la hausse du prix des matériaux et de la main-d'œuvre qui est utilisée dans la construction. Et c'est là où ça devient intéressant. Quand on regarde cette hausse-là, vous allez voir que le prix de la main-d'œuvre dans la construction, et ça, tous les Sénégalais vous l'accepteront, le coût de la main-d'œuvre a augmenté. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le travailleur, il est d'abord un ménage, c'est un consommateur. Mhm. Donc, s'il y a une inflation qui se passe à son niveau, donc pour pouvoir subvenir à ses besoins, lui aussi, doit augmenter son revenu pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, là, la question du pouvoir d'achat entre en jeu. Parce que l'inflation a baissé son pouvoir d'achat. Donc, pour retrouver son niveau normal, il va augmenter le prix qu'il va demander pour donner son service. Et ce prix-là, donc, il va le répercuter sur le coût de la construction.
Et ce coût de la construction-là va revenir encore au ménage qui va vouloir construire sa maison. Et vous voyez qu'il y a un effet cyclique. Oui, oui, évidemment. Part de l'extérieur et qui entre à l'intérieur, mais qui se transforme en une inflation excessive, fait que souvent, après, on se rend compte qu'il y a une hausse des prix beaucoup plus importante au niveau interne que ce qui se passe, que la hausse induite par les échanges au niveau extérieur. Évidemment. Donc, voilà Donc, donc des éléments pour expliquer. OK, ça c'est intéressant. Donc, parfois, nous, on ne prend pas ces variables-là, donc on ne les met pas en raison pour laquelle aujourd'hui, donc pour un maçon, il te dit maintenant ce que je faisais pour 5 000 francs, je le fais maintenant pour 10 000 francs. Il ne fait que subir ce que vous venez de dire maintenant. Mais aussi, nous revenons un peu à ces mécanismes-là, nous permettant de lutter contre cette inflation. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu dans votre argumentaire parler d'une inflation importée. Parce qu'il peut y arriver que l'inflation puisse être importée. Maintenant, dans ce cas de figure, nous qui avons une économie de marché, une économie régulée par l'offre et la demande, comment nous pouvons-nous quand même prévenir cette inflation ou bien quels sont les mécanismes qui s'offrent à nous pour lutter contre l'inflation? Pour lutter contre l'inflation, il y a plusieurs mesures qui peuvent être utilisées. Déjà, mais il faut d'abord comprendre que il y a ce qu'on appelle une inflation qui est naturelle, Mm. qui est une hausse naturelle des prix. Et soit ça, bon, ça c'est vraiment c'est quelque chose qui est naturel. Ça suit la tendance parce que normalement, quand une économie se développe, quand il y a une production, quand il y a des investissements, ça peut impacter un peu sur les prix. Mais quand ça dépasse maintenant, parce qu'au niveau de la zone UEMOA, les chercheurs ont trouvé que bon, l'inflation à un taux de 3%, c'était acceptable pour ne pas impacter trop sur le bien-être des populations. C'est pourquoi vous allez voir qu'au niveau de la norme de l'UEMOA, il y a un taux qui est fixé qui est de 3%. 3%, évidemment. Mais, mais nous, on dépasse les 3%, on est à 9,2%. Et ça, c'est très important. Entre 2021 et 2022, même si on est descendu à 5 voire 7, quelque chose comme ça, où on a toujours une inflation qui est relativement très importante. Maintenant, comment faire pour lutter contre cela? Il y a plusieurs types de mesures que l'État peut mettre en place. Parce qu'il y a les mesures conjoncturelles, et il y a des mesures qui peuvent être, il y a des mesures structurelles. Structurel, Souvent, dans évidemment. les mesures conjoncturelles, parce que souvent, les prix, si on les décompose, on fait l'exercice de décomposition des prix, les prix ne sont pas seulement constitués des prix fixés par les producteurs. Parce que le Évidemment. prix quitte le producteur pour transiter sur un marché. On met ça dans une voiture pour quitter là où c'est transporté jusqu'au niveau du marché. Ensuite, il y a le commerçant qui prend le produit, qui met sa marge également pour le prendre du transporteur et le mettre dans son magasin en gros. Ensuite, il y a le semi-grossiste qui va venir acheter ça. Lui aussi, il va mettre sa marge. Ensuite, il y a le détaillant qui va venir acheter ça chez lui. Lui aussi, il va mettre sa marge. Et ensuite, le produit vient au niveau du consommateur. Mais il y a également des taxes. Chacun de ces acteurs-là, ils doivent payer également des taxes. Et à la fin, il y a une taxe il y a des taxes qui viennent il y a des taxes sur la production qui sont payées par le producteur et le commerçant et ainsi de suite. Mais il y a une dernière taxe qui est supportée par le consommateur final et qu'on appelle la TVA. Les taxes sur la valeur ajoutée. C'est ça qu'on appelle les taxes sur, et il y a d'autres taxes qu'on appelle les taxes sur les produits. Donc, souvent, ce qu'on met en place dans nos pays, c'est qu'on fait soit l'État renonce à ces taxes-là. Et quand l'État renonce à ces taxes-là, ça permet de réduire le coût du produit lorsque ça arrive sur le produit. Ou bien l'État peut intervenir en amont en subventionnant le producteur. C'est-à-dire qu'il lui dit, bon, j'accepte de retirer, de t'enlever certaines charges à condition que tu acceptes de vendre à tel prix. Et donc ça demande pour l'État des dépenses budgétaires. L'État doit mettre de l'argent pour cela. Mais ça, aujourd'hui, ça peut se faire sous forme de subvention. Mais aujourd'hui, on voit qu'au Sénégal, ces subventions-là, l'État souffre beaucoup avec cette subvention parce Évidemment, qu'aujourd'hui, évidemment. on est arrivé à plus de 140, 150, 200 et quelques, 200 milliards, à plus de 200 milliards de subventions rien que pour réduire les prix. Et ça, souvent, c'est pas tenable à long terme. C'est pourquoi je parle de mesures conjoncturelles.
l'État peut intervenir en mettant ces subventions-là pour réduire. Mais le plus important, c'est qu'il faut des mesures structurelles qui permettent de réduire significativement ces prix-là. Parce que on ne peut pas continuer à subventionner. Parce que comme je l'ai dit tantôt, l'économie va continuer à grandir et si l'État veut subventionner, étant donné que la consommation des ménages augmente, le montant de la subvention augmentera. À terme, ce ne sera plus soutenable. Ce que l'État peut faire, c'est mettre en place des politiques structurelles. Et les politiques structurelles, peut-être, je ne vais pas, peut-être après on va en revenir, mais j'aimerais bien m'attarder un peu sur les politiques conjoncturelles. Parce qu'aujourd'hui, Et les d'ailleurs, c'est Sénégalais ça demandent, qui est beaucoup plus intéressant quand même. voilà, se demandent pourquoi aujourd'hui le gouvernement actuel ne peut pas tarder à réduire les prix. Mais vous savez, pour accorder ces subventions-là, il y a des mécanismes aujourd'hui. Il y a la loi des finances ça doit être inscrit là-bas pour que cela puisse être effectif. Donc, pour que cela puisse être introduit, il faut un changement, il faut une loi de finances rectificative pour pouvoir faire cela. Ou bien, il faudra que l'État renonce à certaines dépenses pour pouvoir réallouer ça au niveau de ces subventions-là. Et ça va se passer par la suppression de certaines structures budgétivores ou bien peut-être en réduisant l'effectif au niveau de certaines structures en termes de charges salariales pour l'État et récupérer ces fonds-là en faisant le rationnement et récupérer ces fonds-là et les reverser en termes de subventions. Sinon, on est arrivé à un niveau de subvention où aujourd'hui, les institutions internationales telles que le FMI interviennent pour demander à l'État quand même de limiter ces subventions-là parce que ça pèse trop aujourd'hui sur le budget de l'État. Et il y a un problème de déficit que l'État doit financer et ça impacte sur le niveau d'endettement. Et c'est ce niveau d'endettement trop élevé, donc même si je ne vais pas rentrer dans les détails, impacte en retour sur la capacité de production de ton économie et in fine va impacter donc sur ces taxes-là dont je parlais tout à l'heure et qui sont payées par ces producteurs-là. Et n'oublie pas que ce sont ces taxes-là qui reviennent à l'État comme revenu. Donc, vraiment, il y a un travail, il y a un mécanisme vraiment à respecter pour que ces subventions-là puissent être effectives et pouvoir réduire significativement l'inflation sans affecter en contrepartie l'économie. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça aussi, c'est important. Vous avez un peu anticipé sur la question qui allait venir concernant le nouveau régime. Aujourd'hui, vous savez que le Sénégal souffre une nouvelle ère. Donc, l'ère de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, qui est devenu le président de la République du Sénégal, avec son nouveau régime qu'on appelle un gouvernement d'attaque. Aujourd'hui, les marges de manœuvre que le gouvernement a, vous avez un peu effleuré un peu la question. Mais bon, pour en terminer, nous allons juste parler maintenant de façon beaucoup plus pratique. Est-ce que l'État du Sénégal a cette marge de manœuvre pour faire baisser réellement les prix? Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal lambda attend à ce que le prix du riz soit revu à la baisse, le prix donc des biens de nécessité, des biens de consommation de première nécessité puisse revu à la baisse. Vous, en tant que spécialiste, pensez-vous que l'État a cette marge de manœuvre pour faire baisser drastiquement les prix? Merci beaucoup. Ça, c'est une question très intéressante, Babacar, que vous venez de poser. Parce que moi, souvent, j'ai dit qu'on pose souvent pas très bien la problématique. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que réduire les prix ou bien c'est quoi la pertinence de réduire? En fait, c'est quoi l'objectif? C'est ça que je voulais dire. En fait, c'est quoi l'objectif quand on veut réduire les prix? Qu'est-ce qu'on veut atteindre en réalité? Pour qui on doit réduire les prix au Sénégal? Parce que il faut qu'on regarde en profondeur aujourd'hui. On parle de réduire les prix, mais quel prix? Parce qu'on a beaucoup de produits et de services qui sont commercialisés au niveau du marché. Mais quand on fait l'analyse, en prenant par exemple la base de données de la CVM, l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, qui est une enquête menée par l'ANSD et qui essaie de voir comment les ménages consomment. Qu'est-ce que les ménages consomment réellement au Sénégal? Aujourd'hui, on a beaucoup de produits. On parle, par exemple, je prends un exemple, l'électricité. Mais qui consomme l'électricité au Sénégal? Quels sont les ménages qui consomment le plus d'électricité? On voit que l'État accorde des subventions. Mais quand on subventionne, qui est subventionné en réalité? Aujourd'hui, le budget de consommation des ménages, si on prend les ménages pauvres, aujourd'hui, un ménage pauvre au Sénégal, ça, en moins, il consomme plus de 240 000 comme ça. Tandis qu'un ménage riche consomme jusqu'à 750 000 francs. Il y a un écart de 500 000 francs de consommation entre les deux groupes de ménages.
Aujourd'hui, vous subventionnez, vous voyez l'écart. Quand vous Oui, je subventionnez vois. l'électricité, qui consomme l'électricité en fait? Et donc, en fait, vous subventionnez, vous faites une subvention de façon globale qui touche une partie une partie des ménages qui vont, qui en réalité ont les capacités pour payer. Tandis que l'autre partie qui a moins les capacités pour payer, eux, ils affectent leur consommation. Ils ont besoin, en fait, ils ont d'autres besoins. Parce que si vous prenez les consommations alimentaires, un ménage pauvre, aujourd'hui, accorde plus de 50% de son budget à la consommation alimentaire. Là où le ménage non pauvre fait moins de 50%, environ 45% de son budget à la consommation alimentaire. Et l'électricité fait partie des consommations non alimentaires. Évidemment, Donc le pauvre, évidemment. lui, l'une de ses principales préoccupations, c'est la consommation alimentaire, puisque c'est plus de 50% de son budget. Donc, si vous faites une subvention à l'électricité, vous allouez ça aux ménages non pauvres. Or, donc, pour que la subvention soit beaucoup plus équitable, il faut que ce soit sur les produits alimentaires pour pouvoir rééquilibrer. Donc, il y a un travail en réalité de diagnostic, de ciblage qu'il faut faire d'abord. Avant même de parler de réduire, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut réduire et comment il faut réduire? Il faut réduire de Qu'est-ce qu'il façon faut intelligente. réduire et comment il faut Comment il faut réduire? réduire? Tant qu'on ne Voilà. répondra pas à ces deux questions-là, l'État va continuer à mettre des politiques pour réduire les prix, mais in fine, ce qui va se passer, c'est qu'à terme, l'État ne sera plus capable de soutenir cet effort-là. Et même, non, en plus de que ça ne va pas impacter, non seulement l'État ne sera pas capable de soutenir cet effort-là, mais en termes d'impact sur le bien-être des ménages, il n'y aura pas d'effet réel sur le bien-être des ménages. On va continuer à subventionner. On parlait de 600 milliards de subventions sur les produits sur l'énergie. Et pourtant, est-ce que ça a eu un impact sur le taux de pauvreté au Sénégal? Pas du tout. Pour vous Pas du tout. rappeler entre 2011 et 2018, le taux de pauvreté n'a baissé que de 5% au Sénégal. Évidemment. Et quand on prend 5%, comparé à la hausse de la population qui est de 2,5%, en termes absolus, vous avez le nombre de pauvres qui augmente au Sénégal. On a eu 240 nouveaux pauvres selon les données de l'ANSD en 2011 et 2018. Et donc, il faudrait d'abord, avant même de poser cette question sur réduire, voir qu'est-ce que l'État doit faire, sur quoi l'État doit agir pour. Mais je pense qu'il y a un travail maintenant pour cela, il y a un travail de diagnostic pour voir aujourd'hui comment mettre en place une réduction solidaire des prix. C'est ce que j'appelle, c'est le terme de réduction solidaire. C'est qu'il y a des produits qui sont consommés par les ménages non pauvres et qui sont subventionnés par l'État. Et pourtant, ces ménages-là ont la capacité de payer. Est-ce que l'État n'aurait pas intérêt à récupérer ces fonds-là et les reverser sur des produits qui sont beaucoup utilisés par les ménages, par les ménages pauvres? Quand vous regardez le panier de consommation du ménage au Sénégal, le ménage, ça c'est quelque chose qui m'a fait, lorsqu'il y avait eu la hausse du prix de l'oignon l'année passée, où le sac était passé presque à 23 000 francs, je mettais, je vais regarder juste au niveau de la base de données qui consomme l'oignon au Sénégal. Vous allez voir que, par exemple, dans le panier du ménage pauvre, vous allez voir plus le riz, vous allez voir l'huile, vous allez voir le poisson, peut-être un peu de lait, qui représente plus de 60, environ quelque chose comme 60% de ce panier-là. Alors que dans le panier de ménage du non pauvre, c'est là-bas où vous allez voir l'oignon. Là-bas où vous allez retrouver l'oignon. Mais l'oignon est absent est très faible dans le panier de consommation du ménage pauvre. Et donc, vous voyez que ces populations-là, leur situation ne leur permet pas de porter leur voix. Souvent, ceux qui parlent, c'est ceux qui ont la capacité de se présenter devant l'autorité et lui expliquer leur situation. Mais je me suis dit que le problème de ces ménages pauvres, c'est pas véritablement l'oignon, parce que qui consomme l'oignon au Sénégal et comment on le consomme. Donc, ce sont ces travaux de prospection qui sont à faire pour pouvoir comprendre comment prioriser. Je pense qu'aujourd'hui, l'autorité de ce nouveau régime-là qui est en place, ils doivent aller dans ce sens-là s'ils veulent réussir leur politique en termes de réduction des prix.
Je pense que la dernière fois, j'avais entendu le Premier ministre Ousmane Sonko parler d'actions à faire à court terme, d'actions à faire à moyen terme, d'actions à faire à long terme. Et je pense que ça, c'est une approche pertinente. Parce qu'aujourd'hui, il y a des produits sur lesquels, quand même, il y a un besoin d'actions à court terme. Parce que quand on analyse ce qu'on appelle l'élasticité de consommation, l'élasticité, c'est combien varie la consommation de ce produit-là si le prix de ce produit-là augmente. C'est ça que mesure Évidemment. l'élasticité. On voit qu'il y a des produits, quand même, qui sont des produits de nécessité. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, il y a le transport, les services de transport, il y a l'électricité, il y a le riz, il y a le lait. Ces produits-là sont des produits de consommation de base, de première nécessité. Le ménage, même si le produit augmente, même si le prix du produit augmente, le ménage est obligé d'ajuster son revenu pour pouvoir accéder à ces produits-là. Parce que le Sénégalais, il aura besoin de manger son kebab à midi, mais il aura besoin également de se déplacer, d'utiliser les moyens de transport. Donc, il faudra une action prioritaire à court terme sur ces produits-là. Mais il y a d'autres produits sur lesquels il faudra mettre en place des actions à long terme. Et ces actions à long terme doivent porter plus sur ce qu'on appelle la souveraineté cette fois-ci. Faire en sorte que notre économie puisse produire, donner une offre suffisante de ces produits-là. C'est le cas, par exemple, des produits du primaire, des produits sur lesquels il faudra agir pour que le Sénégal puisse avoir une production assez significative pour pouvoir subvenir à la demande. Et ça, c'est vraiment très, très, très important à mettre en place. Très important à mettre en place, Ousseynou. Merci beaucoup pour ce cours magistral sur le pouvoir d'achat des ménages. On espère qu'il y aura d'autres thématiques qui vont venir parce que le cabinet Gaïa Consulting conçoit donc cette plateforme pour pouvoir expliquer les termes de l'économie tous les mercredis sous l'émission appelée les mercredis de l'économie. Donc, on va se revoir donc la semaine prochaine pour parler d'autres sujets d'actualité. Pourquoi pas la monnaie? Pourquoi pas donc un autre sujet donc, de l'actualité. Aujourd'hui, le Sénégal a contracté un eurobond. Donc, on pouvait en parler, c'est la dette, la solvabilité de la dette, la soutenabilité de la dette. Tous ces thèmes-là, nous allons y revenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ousseynou, de nous avoir permis d'échanger avec vous sur une question thématique, sur une question d'actualité pour moi, qui est le pouvoir d'achat des ménages. Et on espère que les autorités vont vous écouter et éventuellement prendre les mesures qu'il faut. On vous remercie et vous avez un dernier mot? Donc, merci beaucoup, Babacar. Donc, je vous remercie encore. Et donc, je pense que vous parlez tout à l'heure, pourquoi pas de la dette. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tous les points économiques se lient. L'économie, c'est une machine. Évidemment, Et c'est une machine évidemment. où tout est lié. Et comme aujourd'hui, prendre des mesures, c'est d'abord essayer de comprendre comment cette machine fonctionne. Ça, Aujourd'hui, c'est important. on est en train de parler de l'inflation. Et aujourd'hui, il faudra que les autorités comprennent que aujourd'hui, toutes ces actions-là qu'on va prendre sur le coût de la vie peuvent, in fine, impacter sur le niveau d'endettement de notre population. Et ça, c'est comme vous l'avez dit, peut-être une prochaine fois, on pourra en discuter. Mais je vous remercie encore pour cette invitation et merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous. On se donne rendez-vous le mercredi prochain pour un autre numéro, les mercredis de l'économie au cabinet Gaïa Consulting. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Océan.